Lundi 1er novembre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue sur Spectrum Télévision. Au sommaire ce soir, mieux faire connaître les dispositions de la loi en matière de promotion des langues officielles au Cameroun. C'est l'objectif d'une mission entamée ce jour à Douala par le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et multiculturalisme. Peter Mafani Moussongue et quelques membres de cet organisme étaient au siège du GICAM aujourd'hui. À suivre dans un instant le reportage de Catherine Koné. Élection également au menu de ce 20h bilingue, élection à la Fédération camerounaise de football. Après les départementales en septembre, les assemblées générales électives au sein des différentes ligues régionales de football se sont déroulées ce lundi à travers le pays. Dans le littoral, par exemple, la liste conduite par Robert Lubekek passe. L'ancien footballeur Samuel Etofis est élu parmi les délégués qui vont prendre part à l'élection fédérale prévue le 11 décembre prochain. À l'ouest aussi, la liste de François Kwedem a été plébiscitée. Et là-bas, le président par intérim de la FECAFOOT, Seydou Mbombondjoya, fait également partie des délégués de cette région pour la fédérale. À suivre la mouture de ces élections dans ce journal. Voilà pour les titres. On démarre ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Good evening. Good evening, Makeda leading your term. Good evening, televiewers. Thanks for joining us on the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. As announced in our headlines, the National Commission of the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, championed by its president, Peter Mafani Moussongue, have today, November 1, 2021, met with employers, organizations, and enterprises at the Chamber of Commerce here in the economic capital, Douala, to assess the practice of bilingualism in their various establishments. Our reporter, Catherine Corner, was part of this audience, and she put together the following report. We'll be coming back to this report in the course of this newscast. And now we talk about politics, creating a safe haven for education and bridging the gap between angry Anglophones and the government was amongst the key points of discussions during the Anglophone Summit in Canada, which began on October 29 and it's ending today, November 1st. Our reporter, Josephine Binzi, followed up on the summit, and she tells us more in the following report. I guess we'll be coming back to that report again in the course of this newscast. And we'll continue in the French language with you. Makeda leading your term. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Asek. Cette information sous forme de brève. Le tribunal criminel spécial TCS a condamné l'ancien directeur général de l'agence de régulation des télécommunications ART, Jean-Louis Bemengue, à 20 ans d'emprisonnement ce lundi 1er novembre. Il était poursuivi pour détournement de deniers publics. On rappelle que la procédure de recours a été introduite à la Cour suprême et le débat judiciaire se poursuit. Jean-Louis Bemengue a été arrêté et écroué à la prison centrale de Yaoundé depuis plus de 2 ans. Nous allons à Yaoundé parler de cette affaire à Issy-Hilaire. Souvenez-vous, le jeune homme récemment décédé dans des circonstances controversées à l'hôpital central de Yaoundé. Après l'autopsie réalisée, les parents de la victime sont toujours dans l'attente des résultats, malgré le flou qui persiste dans cette affaire. Une plainte a été cependant déposée au tribunal de grande instance de Yaoundé, même si plusieurs éléments de clarification restent aussi attendus. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouziqueux. 4 personnes sont visées dans la plainte déposée au tribunal de grande instance du Fundi par les parents d'Hilaire Meng Aïssi, le docteur Akaba, le docteur Noa Biwole, Hortense Clarisse Nkouabiloa, Innocent Gessefong, tous en service à l'hôpital central de Yaoundé. Sur les faits qui leur sont reprochés, maître Claude Assira, l'avocat de la défense, évoque des pratiques d'activités dangereuses, meurtres, coups mortels, vol, dissimulation de preuves,
homicide et blessures involontaires, des délits sanctionnés par le Code pénal. Sauf que la partie civile est pour l'heure indécise sur l'évolution de cette affaire. Il se trouve que certains éléments clés du dossier manquent encore à l'appel selon Maître Assira. Plus de 4 semaines après le drame, les résultats de l'autopsie ne sont toujours pas connus. La commission d'enquête diligentée par le ministre de la Santé publique n'a toujours pas rendu sa copie. Par ailleurs, l'un des médecins incriminés, le docteur Jean-Paul, a été convoqué le 29 octobre dernier à l'Ordre national des médecins pour être entendu sur cette affaire qui défraie la chronique. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur les conclusions de l'audition. La défense semble foncer dans une impasse. Le sieur Innocent Medio Ndongo, père du jeune Hilaire Haïssi, espère pouvoir obtenir lumière sur ce qui s'est réellement passé à l'hôpital central de Yaoundé au soir du 19 septembre 2021. Hilaire Haïssi Mengue, 22 ans, est décédé dans des conditions troubles après avoir subi 2 opérations chirurgicales suite à un poignard reçu au niveau du dos le 24 septembre 2021. Lors de la mise en bière à l'hôpital central de Yaoundé, les proches de la victime ont manifesté devant la direction de l'hôpital. Ils accusaient les responsables de cette formation sanitaire d'avoir provoqué sa mort en retirant certains organes. Le gouvernement s'est saisi de l'affaire. Une commission d'enquête a été ouverte. Le personnel de l'hôpital auditionné afin de recueillir suffisamment d'éléments pour élucider cette affaire. Come back to Douala, where the National Commission of the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, championed by its president, Peter Mafani Musonge, have today, November 1, 2021, met with employers, organizations and enterprises at the Chamber of Commerce here in the economic capital of Cameroon in Douala to assess the practice of bilingualism in their various establishments. Our reporter, Catherine Kone, was part of the audience and put together the following report. Here at the Chambers of Commerce in the city of Douala, the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism has today started a mission to assess the practice of bilingualism in private enterprises and employers' organizations. Was created, among other considerations, to promote bilingualism and multiculturalism in Cameroon with a view to maintaining peace, consolidating the country's unity, and strengthening its people's willingness and day-to-day experience with respect to living together. In this regard, one of the missions assigned to the institution is to monitor the implementation of constitutional provisions establishing English and French as the 2 official languages of equal status in our country. The decree creating the Commission also provides that the institution shall popularize legal instruments on bilingualism and multiculturalism in Cameroon. Up to now, the NCPBM, that is the Commission, has been carrying out the above missions with focus on public entities. However, with the promulgation of Law Number 2019/019 of 24th December 2019 on the promotion of official languages in Cameroon by the President of the Republic, the Commission intends to focus on the private sector, beginning with Douala in the littoral region. The evaluation mission led by the president of the NCPBM, Peter Mafani Musonge, started on October 31 and will end on November 5, 2021, with the objective on improving the practicing of bilingualism in private enterprises in the city of Douala. Creating a safe haven between education and bridging the gap between Anglophones and the government was amongst the key points of discussion during the Anglophone Summit in Canada, which began on October 29 and ends today, November 1, 2029. Our reporter Josephine Binzi followed up on this summit and put together the following report.
A military solution to tackle the ongoing crisis in Northwest and Southwest regions is a complete waste of time, says Dr. Denis Foritia, co-president of the coalition negotiating peace talks with Anglophone elites in Toronto, Canada. The summit has raised a sense of social responsibility in all participants, as inhabitants of the Anglophone regions are the bedrock to bringing a lasting solution to the ongoing crisis. The initiative, purported by non-governmental organizations, also sought ways to bring humanitarian assistance to a mediated settlement. Ensuring the effective takeover of schools without making parents lose hope in quality education was one of the focal points of interest during the 4-day summit, which began in Canada. At least 100 persons who trace their roots from the troubled zones have been active participants of the conclave. Amongst the participants were the representative of Separatist Governing Council, Dr. Julius Nyi, Professor Carlson Anyangwe, Mark Barretta, John Ba Akuro, Agbo Bala, Dabni Yerima, and Presbyterian Church in Cameroon moderator, Reverend Funky Samuel. Dr. Denis Foritia says many things are left hanging, as the absence of other separatist ringleaders like Chris Anu and Dr. Samuel Ikome would have been a major step to working out peace. The international forum aimed at working towards the resolution of the bloody conflict in the Anglophone regions began on the 29th of October and has ended today, 1st of November 2021. And still in line with the Anglophone crisis, the people of Mbo Yakum living in and around Bamenda in the northwest region of Cameroon turned out in their numbers over the weekend to receive their ruler, His Majesty Fon Kevin Shamitang, during his royal visit at the Bamenda station. During this visit, Fon Shamitang reiterated his commitment to peace and urged his audience to continue proning for peace. He also expressed hope that his people will strive to be credible peace ambassadors anywhere they find themselves. À présent, dans ce journal, des cas de choléra sont signalés dans les régions du sud-ouest et du centre. 3 décès suspects et plusieurs cas suspects aussi sont notifiés dans le district de santé de Kondo-Titi notamment. Une stratégie de lutte est mise sur pied et elle s'appuie sur la prévention et le traitement des cas dans les districts de santé concernés. On fait le point avec vous, Inès Pangon. Le choléra est de retour au Cameroun. Ce sont les districts de santé de Biémassi dans la région du centre et de Kondo-Titi dans la région du sud-ouest qui sont concernés. En fin de semaine dernière, sur les 4 cas signalés à Mbamousso dans la région du sud-ouest, 2 échantillons sont revenus positifs après des tests effectués à l'hôpital La Quintini de Douala. Dans l'article publié ce 31 octobre 2021, dans le bloc d'Olive à Tangana, on lit que les prélèvements sont faits sur des pêcheurs de 36 et 23 ans. S'appuyant sur le rapport de situation de la délégation régionale de la santé publique pour le sud-ouest, le reporter indique que 3 décès suspects sont notifiés, tout comme des cas suspects signalés à Jabane et Kombo Itindi à l'hôpital de district de Bakassi. La délégation régionale de la santé publique pour le sud-ouest dénonce l'attitude de la population nigériane prédominante qui renvoie les personnes malades au Nigeria plutôt que de les soigner dans les centres de santé locaux. Dans une stratégie de riposte, des formations sur la prévention et le traitement du choléra sont prévues dans les districts de santé touchés. En plus, la mise en place d'une unité de traitement du choléra pour la gestion des cas selon le protocole. On se rappelle qu'en mars 2021, une épidémie de cette maladie hydrique est enregistrée dans la ville de Douala. Les districts de santé de Manuka dans l'arrondissement de Douala 6e, Newbel à Douala 2e et Mbangé à Douala 5e sont concernés. Pour le coordonnateur régional de la lutte contre les épidémies dans la région du littoral, le docteur Hans Mossi, les conditions d'hygiène et de salubrité dans les communautés suscitées et le retour des pluies expliquent ces résurgences de la pathologie dans la région du littoral.
On reste toujours en santé et on parle du même sujet. Le choléra est une maladie hydrique hautement contagieuse, comme vous le savez. La prévention et le traitement ont un lien avec de l'eau. Et concernant la prévention notamment, elle réside dans la consommation d'une eau de bonne qualité et aussi le respect des règles d'hygiène et de salubrité. Inès Pangan, une fois de plus. L'eau est au centre de cette pathologie. Les gestes barrières qui s'appliquent au choléra ont tous un lien avec ce liquide. Entre autres, le lavage des mains et la consommation de l'eau potable. Tout repose déjà sur les mesures d'hygiène de base. C'est laver les mains avant et après les selles, c'est laver les mains avant le repas, c'est laver les mains après avoir été en contact avec toute personne. C'est-à-dire vous avez salué quelqu'un, déjà qu'aujourd'hui avec le corona on se salue moins peut-être, même comme dans les quartiers, cela ne se respecte pas. Ça, c'est la première chose. Après, le lavage des mains, bien laver les aliments quand nous consommons crus, notamment les fruits, dont nous ne connaissons pas l'origine, les légumes, et maintenant consommer de l'eau potable. Une eau de mauvaise qualité qui peut être rendue consommable avec l'application de certaines techniques pratiques. Disons l'eau déjà qui nous vient de la Société des eaux, mais ou alors, si nous n'avons pas la possibilité d'avoir cette eau, on peut avoir notre filtre à la maison que nous devons bien entretenir. Et là également, il faudrait une éducation, comment entretenir un filtre. Maintenant, il existe d'autres techniques, c'est-à-dire on peut par exemple mettre l'eau à la chaleur, la battre pour la réoxygéner et avoir de l'eau potable. De même, les manifestations de la maladie aboutissent à terme à une déshydratation de l'individu. Cela passe par des vomissements et des diarrhées fortes. Par conséquent, la réhydratation est au centre du traitement. Le traitement du choléra repose déjà sur la réhydratation d'abord. C'est-à-dire, puisque c'est une maladie qui déshydrate, c'est-à-dire vous faites la diarrhée, vous déshydratez, donc il faut d'abord réhydrater le malade. La réhydratation se fait par voie orale, c'est-à-dire avec l'essai de réhydratation orale de l'eau. Maintenant, par voie parentérale, on perfuse le malade pour remplacer les pertes hydriques. Le choléra reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l'absence d'équité et d'un développement social insuffisant. And on to the sad story. The sky has fallen on the former Minister of State, Augustin Conchu Kameni. The former member of government's daughter, Suzanne Conchu, died this morning at the Yaoundé General Hospital Health Facility following bad health. She was the third daughter of the former statesman. Her death comes less than a year after his eldest daughter, Dr. Law Monte Conchu, passed on. May she find rest in the Lord's bosom. Religion à présent, ce 1er novembre, l'Église catholique célèbre la Toussaint, une célébration en hommage à tous les saints connus et même inconnus. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles de fin, dont la solennité est officiellement fixée au 2 novembre. La fête de la Toussaint est une occasion pour le fidèle catholique de remettre sa marche chrétienne en question à la lumière de la vie des saints célébrés. Oriane donc. Comme son nom l'indique, elle commémore tous les saints. La Toussaint appelle à se souvenir de tous les saints connus et méconnus. Dans le calendrier de l'Église, ça veut dire dans la manière d'organiser ces célébrations, l'Église célèbre chaque jour un saint particulier, voire quelquefois 2 ou 3 en une seule célébration. Mais nous savons que notre calendrier civil n'a que 365 jours. Mais l'Église sait qu'en dehors de ces saints officiels qui sont célébrés à travers son calendrier, une foule immense de beaucoup d'autres saints se trouvent au ciel. Des personnes qui ne sont pas connues, mais des personnes qui, sans doute, dans leur vie ordinaire, leur vie banale de tous les jours, ont appris à vivre dans le oui de Dieu. Saint, parce qu'ayant choisi de mettre ses pas dans ceux du Christ, la vie des saints constitue une véritable catéchèse.
Elle montre la bonne nouvelle et la présence de l'Esprit Saint parmi les hommes. Les saints, considérés comme proches du Seigneur, ils sont interpellés dans nos prières pour intercession. Les chrétiens et surtout les dirigeants chrétiens, les papes ont compris la nécessité, déjà, n'est-ce pas, pour les vivants d'être en communion avec les saints, avec ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu dans la foi et qui contemplent déjà la gloire de Dieu. Et surtout que dans cette communion de tous les enfants d'Église, ceux-là qui contemplent Dieu ont le pouvoir et la capacité d'intercéder pour nous. Voilà pourquoi dans notre prière, nous les vivants, nous demandons toujours l'intercession des saints. Célébrer les 1er novembre, le chrétien est appelé à tendre vers la sainteté. Simplement en faisant l'effort déjà d'être lui aussi au moins imitateur d'un saint. Parce qu'en célébrant les saints, l'Église veut aussi donner ces saints-là comme modèle aux vivants, les modèles à suivre. C'est vrai, le modèle par excellence, c'est le Christ. Mais le Christ, quelquefois, nous le connaissons et nous apprenons, n'est-ce pas, à mieux le suivre en imitant nos dévanciers dans la foi, en imitant ceux-là qui nous ont montré d'une façon particulière comment suivre véritablement le Christ. La Toussaint, à ne pas confondre avec la fête des morts, commémorée le 2 novembre, a longtemps été célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint, à savoir goûter à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Comme son nom l'indique, elle commet. And now we talk something else. In prelude to the National Vocational Training exam organized by the Ministry of Employment and Vocational Training, 14 students of a beauty institute in the economic city have today defended their thesis in hairdressing and aesthetics. Onila Donet on that story. The aesthetic market in Cameroon has flourished considerably over the past decade. Estimated to $1 billion CFA francs by the National Institute of Statistics in 2019, this industry welcomes new professionals, with many being women. Here at the Shandong Beauty Institute, over 14 students have today, November 1, defended their thesis in hairdressing, beauty and aesthetic. Today I'll be doing my defense on how to care for oily skin prone to acne, which is a very sensitive topic being in our society today because many people suffer from acne and do not know how to treat their faces. So I would like to sensitize the public on how to care for their faces prone to acne. I intend to do further studies because during my training I experienced that the world of beauty is a big world. There are new things evolving. So I would like to have, after this, go for further studies to be able to touch other domains and be a professional in everything. My topic was based on dehydrated oily skin, how to take care of skin that's dehydrated at the same time oily. When we talk about dehydration, it means there's a skin that is lacking water. So nowadays you see so many people with oily skin that is dehydrated and they do not know how to go about caring for it. So that is why I decided to choose the topic and to educate the public on how to care for dehydrated oily skin. Je suis apprenante en fin de formation en coiffure professionnelle. Après cette formation, je pense que je vais davantage m'étayer sur le volet esthétique parce que je pense qu'il est avantageux lorsque des personnes viennent en salon, c'est pour prendre soin de leurs cheveux et de leur corps en même temps. Je pense qu'il est avantageux d'être prêt à répondre dans les deux volets, donc je pense aussi mettant dans le côté esthétique d'abord en termes de formation. This defense precedes the National Vocational Training Exam organized by the Ministry of Employment and Vocational Training. The exams normally begins with the defense of their thesis, which is what we are doing today, which is the first phase of the exams. We have other phases that we are going to do, the practicals, it begins next week, and then the written part of the exams. But for this now, with the assistance of the Ministry of Employment and Vocational Training, we have had this, is the first time we are having it in our training centers for over a while. And the expectation, it has been great because the students, they are prepared to face the market. With the growing demand of estheticians, the long months of training will certainly be invested
in their own beauty institute in the future. And we now talk sports. The regional election of Fecafoot presidents has taken place today all over the national territory. Our reporter Oni Ladonet gives us the names of those who have been voted in the following report. Louis Bekek Robert will continue his reign as president of the Littoral Regional League of Fecafoot. Re-elected today, November 1, 2021, thanks to his triumphant win against his opponent, Dumbe Esumbe. Mangamba Al-Dabe emerged as first vice president, with Alassane occupying the second vice president's post. Still in this region, former Indomitable Lions striker Samuel Eto'o has been voted as one of the delegates to represent the region at the national level. A new dawn cuts across the Southwest Football League as Henry Njala Kwan Jr. beats incumbent president Dr. Thomas Dive Mulungo 17 votes to 15 to emerge president of the Southwest Regional League of Fecafoot. The sports promoter looks forward to rebranding Southwest football. To begin with a symposium on the development of Southwest football, which is going to come before the General Assembly of the Regional League of the Southwest. This symposium is going to take place between the months of November and January, whereby we are going to invite all stakeholders. We're talking about club owners, coaches, journalists, referees, promoters, potential investors, sponsors, everybody who is a stakeholder of Southwest football will be invited. We'll debate, exchange ideas, possibly over over more than 1 day, why not 2 or 3 days, and the recommendations will be brought forward to the General Assembly of the Regional League of Fecafoot for eventual adoption. Joshua Osi lost in the Southwest region, while in the Northwest region, the mantle of leadership is in the hands of Biga Ja Felix. He emerged victorious with an overwhelming victory as chairman of the Northwest Regional League. The elections produced 6-member delegates of the Northwest region. For the West region, Seydou Mbombo Njoya's list, headed by Francois Kwendem, was acclaimed. The outgoing president of Fecafoot was also elected as delegate of the region. Céline Ko Mendomo is the only female president voted today. She heads the South region alongside her vice and delegates. We continue this newscast in the French language with you, Makeda Lidinyotom. Oui, juste une information qui nous parvient à l'instant par rapport à ces élections à la Fédération camerounaise de football. Ce sont les acteurs sportifs de la région de l'Ouest notamment, ainsi que les délégués à l'Assemblée générale de la Fecafoot qui appellent le président Seydou Mbombo Njoya à se présenter comme candidat à la tête de la Fecafoot pour l'élection du 11 décembre prochain. C'est l'information que nous venons de recevoir. Et c'est avec cela que nous reformons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Bonne soirée à vous, Makeda Lidinyotom. Good night, televiewers. Thanks for joining in. See you tomorrow for another edition of this Bilingual newscast. God willing. Bye-bye.